C'est la France d'après. Le programme des grandes gueules. Alors, on va écouter les propositions du jour. Première proposition, celle du camarade Gilles-William Goldnadel. Maître, vous avez la parole. Alors les enfants, je vais être extrêmement factuel et pas du tout idéologue. Je crois qu'il y a des faits qui sont incontestables. Le premier fait, c'est que la France a été extrêmement mauvaise, parmi les plus mauvais dans la lutte contre le virus, avec l'Espagne, avec l'Italie et un peu moins que la Belgique. La Belgique, c'est extraordinaire. Les chiffres, ils sont là. Les chiffres, ils sont là. Les chiffres bruts, ça donne rien. Mais par habitant, en France, il y a 400 morts par million d'habitants. Chez ce fou de Trump, c'est la moitié. Déjà, les chiffres, donc, ils sont très mauvais. En ce qui concerne la fermeture des frontières, le président Macron s'est conduit en idéologue. Dès l'instant où le chancelier autrichien Kurz a décidé le premier de fermer les frontières en Autriche, monsieur a estimé que c'était un très mauvais signal. Il a cru être intelligent et drôle en disant qu'un virus n'avait pas de passeport. Peut-être, mais un porteur de virus, ça a un passeport. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, et je tiens à rendre hommage à sa grande honnêteté intellectuelle, Raphaël Glucksmann, dans le Figaro, a dit « Tout le monde a rigolé, a trouvé stupide, par exemple, la proposition de Marine Le Pen de fermer les frontières. Et finalement, aujourd'hui, les progressistes, on les prend pour des imbéciles. Ça, c'est clair. Donc, idéologie. C'est pour ça qu'on a refusé de fermer les frontières françaises. Troisièmement, fait tout aussi indiscutable, les pays qui, justement, eux, se sont rembarrés les premiers derrière les frontières, ce sont les gens qui, justement, ont les meilleurs résultats. Je vous cite. Alors là, c'est tous à deux chiffres. Nous on est à 247. L'Autriche, celui que Macron a charrié, c'est 68 par million d'habitants. Le Danemark a fermé le 13 mars. 91. La Pologne a fermé le 14 mars. 21. Les Émirats Arabes Unis, le Monde qui a rigolé, a reconnu le mois dernier que c'est parce que les Émirats Arabes Unis avaient fermé qu'ils ont alors 20 par million d'habitants. Israël a fermé le 6 mars. 29. Les pays africains, pas plus tard qu'hier. Le Figaro reconnaissait que les pays africains qui ont fermé leurs frontières, c'est pour ça aussi qu'ils ont de bons résultats. Donc si on veut être vraiment factuel, je dis bien factuel, pas autre chose, la prochaine fois qu'on a ce type d'épidémie, peut-être quand ça va revenir, en octobre, en novembre, ça sera peut-être la même saloperie qui va revenir. Sur le rideau, on baisse les barrières. Tout de suite, il faut qu'il y ait une loi, tout de suite, on ferme les frontières de l'État. C'est une mesure barrière. Je veux dire, le mur, moi, il y en a des gens qui sont écœurés par le mur. Moi, les murs que j'aime pas, c'est les murs qui m'empêchent de sortir. Mais le mur de ma maison ou le mur de mon pays, est-ce que vous vous rendez compte, et je termine là-dessus, est-ce que vous vous rendez compte les gens qui se sont occupés de nous ? Je parle par exemple de la ministre Buzyn. Cette dame-là, non seulement elle a laissé les frontières aériennes ouvertes de manière béante entre la Chine et la France. Les Chinois, les touristes chinois continuaient d'arriver. Et cette dame-là refusait même de prendre la température aux gens parce qu'elle expliquait, vous comprenez, il y en a peut-être compris du Doliprane. D'accord, mais ceux qui n'ont pas pris du Doliprane, on aurait pu déjà les choper, ceux-là. Et j'apprends maintenant que Air France, aujourd'hui, eh bien, il prend la température du passager et si le type a 38, il rentre pas dans le zinc. Pour aller dans ton sens, Gilles William, pour aller en Espagne, quand tu viens de France pour aller en Espagne, tu auras forcément une quarantaine, tu seras mis de côté pendant et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement ce qu'on pouvait pas mettre en place, notamment entre la France et l'Italie, puisque c'était ça le débat, c'était la France et l'Italie, est possible maintenant. La preuve. Voilà. Alors donc, on en débat avec Cyprien qui est au 32-16 et qui appelle du Rhône. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Monsieur Cyprien, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour les GG. Alors, d'accord ou pas avec la proposition de Gilles William ? Absolument pas d'accord avec la proposition de Gilles William.
Je vais essayer de faire comme lui, c'est-à-dire de partir sur des faits. L'ensemble des pays qui ont été cités ont des problématiques qui sont largement différentes aux nôtres. Il a nommé Sébastien Kurz, qui est le président de l'Autriche, qui pour moi a pris une décision de fermeture des frontières, qui était une position électoraliste, car c'est ce qu'attend son parti, c'est ce qu'attendent les électeurs. Encore une fois, je ne dis pas que tout a été bien fait en France. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les propositions qui sont faites sont des propositions visant à régler les conséquences. Les conséquences, bon, si on regardait un petit peu les causes aujourd'hui, c'est qu'en France, notre secteur hospitalier est en crise. En France, l'ensemble des décisions qui ont été prises de fermeture sur nous-mêmes est en train de tuer le tourisme. Alors qu'on pourrait prendre des décisions en prenant en compte ce nouveau cadre qui est de dire qu'en France aujourd'hui on a une possibilité de voir réapparaître le Covid-19. À partir de là, dans le cas de crise sanitaire, il devrait y avoir des situations qui devraient pouvoir être mises en place au niveau des aéroports, au niveau des professionnels de l'hôtellerie, sans tuer le tourisme, parce qu'aujourd'hui on propose un plan de relance du tourisme qui va nous coûter plusieurs milliards, 18 milliards d'euros au niveau poids fiscal si je ne me trompe pas. Donc la fermeture des frontières, ce serait juste de dire on continue d'enfoncer la tête sous l'eau de ce qui représente 7% de notre PIB, alors qu'on pourrait très bien dire effectivement en cas de coronavirus, on demande aux professionnels de l'hôtellerie de dire que tous ceux qui viennent de tel pays sont dans cette partie de l'hôtel ou du camping. Il faut dire que les campings aujourd'hui, c'est plus de 8000 campings. On est le numéro 1 en Europe du camping. Si on ferme les frontières, on tue tout un secteur. Oui, mais pardon, je l'interromps, Cyprien, mais Gilles William parlait du début. C'est-à-dire, là, il parle de février ou de mars. Il ne parle pas de maintenant. Il dit que si en février ou en mars, si on avait fermé les frontières, si on avait empêché ce virus finalement de circuler trop librement, peut-être que ça aurait été différent. Il ne parle pas d'aujourd'hui. Moi, ce que je vois de positif, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on ferme ses frontières, puisqu'entre l'Espagne et la France, on met un barrage finalement. Non, mais c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on met un barrage? Pourquoi est-ce qu'on met un barrage? La réalité, c'est qu'on met un barrage parce qu'on n'est pas capable de gérer, on n'est pas capable de prendre des décisions pour régler les situations plus tard. Alors, réponse de Gilles William, Sébastien. C'est extraordinaire que l'Europe a décidé de fermer ses frontières européennes au moment où elle était le continent le plus contaminé. C'est quand même extraordinaire de bêtises. Je suis désolé de vous dire, je ne sais pas pour quelle raison le chancelier autrichien, bien sûr qu'il y a des raisons politiques. Et alors, quand la raison politique elle est bonne, je ne vois pas pourquoi la Pologne, qui est un pays assez étendu, elle a fermé le 14 mars, elle a 21 morts par million d'habitants. Ce sont des faits indiscutables. Je suis désolé. Alors maintenant, on peut aussi dire uniquement à cause de la fermeture des frontières. Exactement, on peut aussi dire que l'effet indiscutable, c'est qu'en France, il y a une vraie restructuration du secteur hospitalier qui doit être mise en place, qu'il est inadmissible. C'est pas fromage ou dessert, cher ami. Je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Bien entendu, par exemple, le confinement à l'intérieur. Le confinement, il a été créé parce que le système hospitalier français n'était pas capable de pouvoir gérer la crise. C'est encore autre chose. Isolement. Mais il y a un fait. Les chiffres, ils sont là. Il y a une constante totale. Quand vous avez fermé par rapport aux pays contaminants, vous êtes infiniment dans une... Et c'est totalement normal. Vous êtes infiniment dans une meilleure position que quand vous n'avez pas fermé. Ça, c'était... Merci Cyprien. Alors, il y a deux bémols quand même. C'est que tu as cité l'Afrique et tu as cité les États-Unis. Les États-Unis, ça continue. Oui, je parle donc tu peux pas. J'ai cité les États-Unis pour montrer la différence. Oui, mais ça continue aux États-Unis. Donc peut-être dans une semaine, ils vont être devant nous largement. Même par rapport à la population. Et puis l'Afrique, il y a un problème de moyenne d'âge. Il n'y a pas de personnes âgées quasi en Afrique. Or, cette maladie tape les personnes âgées. C'est pour ça aussi que à partir de là, on a moins de conséquences de dissémination de cette épidémie sur la population africaine. Alors qu'on pensait au départ, nous tous, on pensait qu'il allait y avoir une catastrophe en Afrique qui n'a pas eu lieu précisément à cause, entre autres, de la moyenne d'âge qui est faible dans ce pays-là. Je peux dire un mot sur la proposition de Gilles William. Le virus ne fait pas de politique. Le virus ne tape pas les riches ou les pauvres. Oui, donc, absolument d'accord avec toi, Gilles William. Ce qui est sanitaire n'a rien de politique. Voilà. Et moi, j'irais même plus loin. J'aurais tendance à dire qu'on aurait dû faire aussi des confinements région par région. Ça aurait évité que dans les régions vertes, dans les zones vertes, il y ait eu toutes les fermetures qu'il y a eu qui n'étaient pas forcément utiles. Donc, la différence qu'il y a avec les autres pays, souvent, c'est la gestion du confinement. Et
Et en phase 2, c'est-à-dire que si tu te souviens, en phase 2, par rapport aux fameux clusters qui ont débuté, on a eu un confinement qui était un confinement du et en même temps. C'est-à-dire qu'on confinait, mais on laissait les gens rentrer et sortir. Tu as d'autres pays qui ont été beaucoup plus sérieux sur ce confinement dès la phase 2 et qui ont empêché la dissémination. Justement, en étant très sévère sur la phase 2 qu'on a loupé. Non, mais qu'on ne se méprenne pas. Je ne dis pas que la fermeture des frontières est la seule faute, qui est commise ce gouvernement. Mais c'est la faute à la limite qu'on peut le plus lui reprocher. Les tests, ils n'étaient pas prêts, Et les masques, c'est plutôt la droite qui est responsable de l'absence de masques que M. Macron. Pardon, excusez-moi de vous le dire. C'est une responsabilité partagée. D'où ma proposition. On le sait. Non, si Macron il est au pouvoir depuis 3 ans, c'est d'ailleurs c'est le 3e anniversaire. Il avait 3 ans pour commander des masques. La réalité sur les masques, alors c'est un autre sujet. Sur les masques, moi, à l'époque, j'avais justement défendu Bachelot quand elle était bâchée, et c'était monsieur le sénateur Marini, qui était de mon parti, le parti républicain, qui a fait un rapport extrêmement sévère et totalement stupide sur le fait que c'était pas la peine d'avoir autant de masques. Donc j'essaye d'être honnête. Merci à Cyprien d'avoir alimenté le débat. Ça a permis à Gilles-William Goldnadel d'étayer sa proposition, ses arguments. Donc la proposition de Gilles-William Goldnadel pour la France d'après, si on a une nouvelle crise sanitaire, l'une des mesures à prendre immédiatement, c'est on remet les barrières, on ferme les frontières. D'accord ou pas, la proposition part sur Internet et vous votez en sa faveur ou non. Dans un instant, la proposition de Jacques Maillot, on va revenir au transport avec Jacques. Il veut supprimer définitivement les vols antérieurs au profit du train. Il dit parce qu'aujourd'hui, il y a une logique qui est une logique écologique qui est implacable. Et pour que Jacques vous dise qu'il y a une logique écologique, lui qui défend justement la multitude de transports et la multitude de l'offre, eh bien, on va voir ce que vous en pensez et quels sont ses arguments. A tout de suite avec les GG. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours de 9h à midi. Discussion, confrontation, débat avec les GG, Marianne Soubré, Jérôme Marty, Gilles-William Goldnadel. On essaie d'inventer, d'apporter notre contribution à l'élaboration de la France d'après. Donc on a eu la proposition de Gilles-William Goldnadel de dire si une crise sanitaire se reproduit, telle qu'elle a été comme ça, pas uniquement française, européenne, mondiale, on tire le rideau, on ferme les frontières, le temps, bien sûr, nécessaire, le temps d'arriver à faire baisser la contagion et l'épidémie. Jacques Maillot, lui aussi, a tiré les enseignements de cette crise. Jacques, bonjour. Oui, salut Alain. Merci d'être avec nous, mon cher Jacques. Alors, quel enseignement tires-tu? Quelle est ta proposition? Alors, ma proposition, elle part de faits concrets. En fait, c'est de privilégier le train, qui est un transport plus écologique. Il faut préciser qu'il y a eu un accord récent passé entre Air France et le gouvernement. Air France a touché 7 milliards d'euros d'aide, 3 milliards directs et 4 milliards de prêts garantis par l'État. Et en fait, Air France perd 200 millions d'euros par an concernant les vols hexagonaux. Donc en fait, ça arrange, faut être clair, ça arrange Air France de supprimer progressivement cette activité et en fait de se débarrasser de la filiale HOP. Par contre, ils veulent développer Transavia à fond concernant à la fois les vols européens et aussi des vols vers Marrakech, Tunis, etc. Donc en fait, alors l'accord, c'est d'ailleurs assez intéressant, il a été ratifié le 7 mai par l'interview de Nicolas Hulot qui donnait un satisfecit à Bruno Le Maire. Alors on va être concret. En fait, de supprimer partout où il y a de TGV, c'est facile. Paris-Bordeaux, en plus, ça va permettre toutes les lignes TGV sont déficitaires à part Paris-Lyon et Paris-Lille. Donc ça va permettre, même si on met un siège sur 2, ça va améliorer la situation de la SNCF. Sauf si elle se met, peut-être qu'elle risque aussi d'augmenter les prix. Oui, alors c'est ça, Jacques. La concurrence, quand même, en général, fait baisser les prix. Le monopole de la SNCF, moi, m'inquiète. C'est-à-dire que dans ce cas-là, s'il n'y a plus de concurrence avec l'avion, le TGV Paris-Bordeaux, parce qu'il faut en plus rentabiliser la nouvelle ligne, risque de flamber, non ?
Mais Olivier, je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, en plus, c'est compliqué à faire. En plus, il y a une réglementation européenne dans le domaine du transport aérien. Il ne faut pas oublier qu'il y a EasyJet qui fait des vols intérieurs. EasyJet n'a pas les mêmes coûts qu'Air France. Effectivement. Donc EasyJet peut très bien saisir l'Union européenne, l'agence européenne et pouvoir se substituer. Bon, on va être concret. Supprimer du Paris-Bordeaux, supprimer du Paris-Nantes, supprimer même du Paris-Marseille. Le Paris-Marseille, 3 heures de TGV. Ouais. Mais honnêtement, si je me rends demain à Nice, j'ai pas envie d'y aller en train. Je confirme, tu mets 5 heures, plus de 5 heures. Exactement. Toulouse, le docteur Marty, quand il vient au GG, il prend l'avion. Bon, point aussi quand même important, soyons lucides. Si on veut vraiment... même les écolos en parlent régulièrement, ils vont jamais au bout de ce projet. Ben, il faut qu'une mobilisation vraiment des consommateurs, des clients, des citoyens, et là, il faut voir ce qu'en pensent nos éditeurs et nos téléspectateurs. Eh ben justement, Jacques, tu vas pouvoir en débattre avec Stéphane qui nous appelle du Maine-et-Loire. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Stéphane. Bonjour. Que pensez-vous de la proposition de Jacques alors ? Eh bien, en fait, tout simplement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une idée qui est pas bête, mais le problème principal pour moi, c'est le quid du prix, quoi. Le quid du prix, moi, par exemple personnel, je fais 2 allers-retours par mois en avion Nice-Nantes. Oui. Ça me coûte à peu près, on va dire, une grosse centaine d'euros. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, quand je fais en train, donc moi je suis à la limite du Var et du 06, donc Draguignan-Angers, parce que le but pour moi c'est d'arriver jusqu'à Angers. Ça me coûte à peu près à peu près 500 euros par mois. Et vous mettez combien de temps ? Et je mets 5h30, 6h. Oui. Alors après, le temps pour moi c'est pas forcément un problème puisque je suis agent commercial à mon compte, donc je peux travailler sur l'ordinateur, tout ça, c'est pas un problème. Mais l'argent, il s'invente pas. Si c'est pour le répercuter au client, ça sert à rien. C'est pour ça que Jacques, Stéphane a raison, c'est vraiment la question du prix. Il y a l'écologie, l'argument écologique, effectivement, mais l'argument écologique... Je suis très nuancé. En plus, il faut quand même ajouter une chose. Avec les 7 milliards d'euros, Air France vient de commander 38 A350 et 60 A320. Concernant le CO2, il y a une baisse de CO2 de près de l'ordre à 20 à 25%. Il faut voir que maintenant, on est en train de construire des avions qui sont beaucoup moins polluants. Et oui, c'est vrai. Et n'oublions pas une chose quand même, Air France, qui vient d'être sauvé une fois de plus, 45 000 salariés. Et puis alors, n'oublions pas, à Toulouse, Airbus, 54 000 salariés. Et là, c'est l'excellence française. Et ça va commencer à licencier. Jacques, j'ai travaillé très près cette question. Je lisais une interview de M. Bayou, secrétaire national des Verts. Mais il n'y a jamais de proposition concrète. Alors, donc, à mon avis, ça peut se faire progressivement, en partie, et Olivier Truchot a entièrement raison, quand il n'y a pas de concurrence, attention au monopole, les prix vont flamber. Jacques, et après, les pauvres pourront plus voyager. C'est ce que disait Stéphane. C'est ce que disait Stéphane en nuançant un peu ta proposition. Retiens ta proposition. Donc, là où le train est plus écologique et parfois plus pratique, supprimer définitivement les vols intérieurs. Mon cher Jacques, c'est important que nos auditeurs et téléspectateurs se mobilisent pour savoir ce qu'ils en pensent. Jacques, à bientôt dans les GG. On a hâte de te retrouver. Salut tous les amis. Salut Jacques. Salut Jacques. Jacques. On y va pour la proposition du docteur Marty maintenant. Jérôme. Alors, on vient de vivre, on vit une crise qui est l'aboutissement des erreurs des politiques sanitaires successives depuis 30 ans. On a un système qui a échoué parce qu'il est basé uniquement sur l'administration et sur Bercy, qui est en réalité le seul maître du ministère de la Santé aujourd'hui. Ce que l'on dit très simplement, et ce que je dis très simplement, c'est que la médecine est chose trop sérieuse pour être laissée au seul administratif et politique. Si on veut vraiment arriver à ne pas subir ce que l'on a subi là, il faut supprimer le ministère de la Santé qui manifestement ne sert à rien et le remplacer par un conseil du soin où on aura un ministre de la Santé aux côtés d'un représentant élu des patients et d'un représentant élu des soignants. Si tu avais eu ce triptyque, et ce triptyque, il faut le retrouver à chaque étage décisionnaire du soin, c'est-à-dire dans les agences régionales de santé, qu'il faut refaire avec ce triptyque, dans les hôpitaux, dans tout ce qui préside à l'organisation du soin, tu n'aurais pas eu de manque de masques, de manque de tests, etc. Parce que les soignants
et les patients auraient dit attention, s'il arrive cette chose-là, il faut qu'on puisse prévoir, il faut tel type de matériel pour la médecine, il faut tel type de matériel pour les patients, etc. On ne peut pas laisser les seuls administratifs décider pour le soin. On voit les catastrophes que ça amène et on voit tout ce qu'on a subi dans la désagrégation et l'effondrement hospitalier public. Donc tu ne veux pas de regard comptable sur la santé. Je veux un triple regard, c'est-à-dire je veux un regard de ceux qui subissent le soin en quelque sorte, qui sont les patients, de ceux qui font le soin, qui sont en quelque sorte experts du soin, les soignants à tous leurs niveaux, pas que les médecins, les soignants à tous leurs niveaux, et puis l'administration qui est utile aussi. Mais il faut que les trois se parlent, et pour que les trois se parlent, il faut les obliger à s'entendre. Et pour les obliger à s'entendre, il faut que chacune des parties ait un droit d'opposition. À partir de là, le système n'avance que si les trois parties sont d'accord. Et là, tu arrives à avoir un cercle vertueux, un cercle de confiance, parce que là, tu vas avoir les soignants qui vont amener leur expertise, les patients qui vont amener leur expertise, et ils en ont, et puis l'administration qui va amener aussi son regard. Mais détaché d'un ministère qui soit dépendant du Premier ministre ou du ministère de l'économie ou des comptes. C'est le seul ministère qui doit être comme ça. Une cellule indépendante. J'ai une question en fait. Ça veut dire une vraie décentralisation. Qui va gérer l'argent? Est-ce que tu penses, est-ce que ça serait toujours centralisé? Parce qu'on a vu sur le problème des commandes, si tu veux, que c'était centralisé et que du coup ça avait du mal à redescendre jusqu'en bas de l'échelle, ou est-ce que chaque région aurait son autonomie financière également? Deux choses, entendons-nous bien. On laisse le ministère des Affaires sociales d'un côté, et ensuite pour le ministère de la Santé, on met le triptyque que je t'ai dit. Et ensuite, à tous les étages du soin, tu retrouves les trois parties. Et qu'est-ce qu'on fait des agences régionales de santé? Je te parle argent. Est-ce qu'il y aurait une autonomie financière région par région qui permettrait de passer des marchés, de faire des commandes, etc. Oui, et même je vais plus loin, tu l'as non seulement, tu l'imagines sur le plan régional, mais tu peux même l'imaginer sur le plan européen, cette chose-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer demain avoir un système de santé qui est un système de santé français. Il faut qu'on ait un système de santé européen avec des passerelles, y compris pour la formation, la recherche, toutes ces choses-là. Et les agences régionales de santé, t'en fais quoi? On les refait, on les restructure complètement. Elles ne peuvent plus fonctionner comme elles marchent aujourd'hui. Ça a été le grand échec de cette crise, c'est venu des ARS. Chaque fois qu'on a eu besoin des ARS, alors elles ont fait du boulot, je ne vais pas dire qu'elles n'ont rien fait, mais quand on en a eu besoin, il n'y avait personne au bout du fil. C'était lent et lourd, comme on a dit. Lent et lourd, exactement. Non mais... Alors, attends Gilles William, parce qu'on a une infirmière qui veut discuter de cette proposition avec Jérôme, Sophie, infirmière du côté de la Corrèze. Bonjour Sophie. Bonjour, oui, je suis infirmière libérale, moi. Qu'en dites-vous alors de cette proposition? Alors moi, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Alors moi, je dirais pas forcément supprimer le ministère de la Santé. Je dirais laisser effectivement un cadre, par exemple, effectivement le ministère de la Santé, et avoir tous les professionnels qui sont autour, et pour que cette problématique soit gérée dans son ensemble et pas forcément que par des technocrates, tout simplement. Et les ARS, je suis d'accord aussi, parce que moi je suis en Corrèze, donc à Brive, et nous par exemple la région Aquitaine, au début du confinement, on a reçu un mail de l'ARS nous disant qu'on n'avait pas besoin pendant les soins de porter forcément les masques, sauf si on avait des patients contaminés. Sauf que c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils sont contaminés ou pas contaminés. Voilà. Et c'est quand même malheureux, et je trouve ça grave et dégradant. Et à l'heure actuelle, nous, on n'a plus de masques. Je suis allée chercher aujourd'hui ma dotation. On n'a plus de masques FFP2. On n'a que des masques chirurgicaux, ce qui est déjà très mal. Ça continue. Parce que c'est pour les dentistes maintenant. Voilà. Ouais. Alors nous, c'est débrouillez-vous. Déjà, il n'y avait plus de surblue. On gère la pénurie, quoi. On se débrouille. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de gens autour de moi qui m'ont aidé. Mais voilà, je veux dire, la contamination, elle se fait pour tout le monde, et c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils sont ou s'ils sont pas contaminés, donc on doit prendre des précautions pour tout le monde, quoi. Voilà, moi je me douche 2 fois par jour, je me change 2 fois par jour quand je travaille, ça m'amuse pas, hein, mais voilà, c'est usant, c'est pour calculer tous ces gestes et tout ça. Et effectivement, donc pour ce genre de choses n'arrive pas ou arrive différemment ou soit géré différemment, et je pense qu'il faut que les personnels de santé et effectivement aussi les malades soient intégrés dans la dynamique des soins, oui. Parce que nous, à l'heure actuelle, moi je trouve que nous, infirmières, on est un peu le parent pauvre du médical. C'est-à-dire qu'on nous écoute pas beaucoup. Vous rejoignez la proposition de Jérôme. Oui. On va résumer. Un mot, Gilles William? Oui, non, mais en vérité, l'infirmière m'a enlevé les mots de la bouche. La seule réserve que je fais par rapport à la proposition de Jérôme, c'est le ministère de la Santé. Je pense qu'il ne faut pas supprimer le ministère de la Santé. Je n'ai pas attendu
la crise pour m'apercevoir que les ARS faisaient souvent des bêtises et elles n'ont de régional que le nom, en vérité, très souvent. Donc je nuance un petit peu. Sur le ministère de la Santé, tu as dans d'autres pays étrangers des ministères de la Santé et ça marche bien. Donc ce qu'a dit l'infirmière, je souscris complètement. En un mot juste, parce qu'on conclut, en un mot juste, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'on ait une démocratie sanitaire mature. Aujourd'hui, on a une démocratie sanitaire de façade, parce qu'on te répond toujours, mais les patients sont intégrés, les soignants sont intégrés. En fait, c'est faux. Si tu veux, tu as juste un théâtre d'ombre là où on te met en avant les choses, mais qui ne sont pas réellement une démocratie sanitaire. Si tu veux avoir une démocratie sanitaire mature, il faut que tu aies un droit d'opposition sur un certain nombre de choses. Sinon, tu arrives. Reste à déterminer qui représentera les soignés. Vous votez pour ces 3 propositions formulées aujourd'hui par nos GG. Gilles William, fermer les frontières en cas de nouvelle crise sanitaire. Jérôme, suppression du ministère de la Santé des ARS pour avoir plus d'efficacité. Jacques, supprimer les vols intérieurs au profit du train qui sont plus écologiques. C'est à vous de voter pour ces 3 propositions. Et lundi, on aura sélectionné les 5 qui feront l'objet d'une lettre ouverte directement adressée à l'Élysée, au président de la République. Et vous avez jusqu'à midi, donc il reste encore quoi ? Allez, une demi-heure pour voter, pour choisir votre proposition.